Et l'opposition ivoirienne qui appelle à des protestations devant les ambassades, Firmin, vous aviez voulu vous prononcer sur le rôle de la France et l'appel de Jean-Yves Le Drian en quelques minutes et on tombe en même temps sur la Côte d'Ivoire. Oui, bien évidemment. Regardez, je pense qu'il va falloir que les Africains eux-mêmes réfléchissent pour pouvoir dire, ou je ne dis pas dire non à la France, mais pour pouvoir redéfinir les clauses des contrats qui les lient à la France. Ça, c'est tellement important parce que quand vous voyez un peu l'histoire, c'est comme la France se sert de ces dirigeants-là et après les abandonne ou peut-être les fait tuer. Oui. Regardez pas, vous voyez un peu Ben Ali. Vous vous en souvenez que Ben Ali a quitté la tête de la Tunisie, c'était le 14 janvier 2011. Oui, en plein printemps arabe. Oui, en plein printemps arabe. Alors que nous étions en décembre, quand le printemps arabe a commencé, Michel Alliot-Marie, qui était ministre des Affaires, ministre des Armées à l'époque, ministre des Armées à l'époque de la France, elle était venue passer son congé de Noël chez Ben Ali, dans la famille Ben Ali. Maintenant, quand le printemps arabe a commencé, Ben Ali avait fait appel à Nicolas Sarkozy, qui était président de la République de la France d'alors. Mais Nicolas Sarkozy a dit non, je ne vous connais pas, monsieur, vous ne pouvez pas venir rester dans mon pays, alors trouvez un autre pays d'accueil. Parce que Ben Ali avait besoin à l'époque d'une certaine protection et avait voulu que la France le protège. Mais la France lui a dit, avec Sarkozy, lui ont dit non, on ne veut pas de vous, trouver un autre terrain ou une autre terre d'accueil. Et Ben Ali a fait quoi? Ben Ali est allé se réfugier en Arabie Saoudite. Maintenant, dans le même sillage, quand vous voyez un peu la Libye, à l'époque, Kadhafi était vivant. Kadhafi qui était resté en autarcie, en quelque sorte, qui était pendant des années. Un jour, la France a voulu... Nicolas Sarkozy. Sarkozy a voulu l'aider un peu, il lui a ouvert les portes du monde. Il a été reçu au palais de l'Élysée. En pompe au palais de l'Élysée. Mais c'était la belle entente, le grand amour est revenu. Et du jour au lendemain, la population libyenne sort pour demander le départ de Kadhafi. Or, à l'époque, c'était même pas le départ de Kadhafi du pouvoir que la population demandait. Dans Sarkozy en a profité pour dire ensemble, on fait partie Kadhafi et ensemble ils l'ont tué. C'est pas le sujet, mais est-ce que Kadhafi aussi qui disait qu'il va faire couler des rivières de sang? Non, attendez, est-ce que Sarkozy a voulu faire du bien à Kadhafi? Sarkozy voulait l'argent chez Kadhafi. Oui. Soyons clairs, quand il a fini d'avoir l'argent, il a honte que l'affaire éclate. Et c'est pour cela. Et ils l'ont tué. Regardez, c'est ce que je vous dis. Donc, les chefs d'État africains doivent comprendre que la France, en réalité, ne cherche que son intérêt pour s'enrichir. Les Africains doivent le comprendre. C'est pour cela que quand le blanc français vient et vous sourit, vous devez commencer par réfléchir. Donc, les chefs d'État africains doivent le comprendre. Ils doivent comprendre fondamentalement. Ils le savent. La preuve, ils donnent beaucoup d'argent. Ils donnent beaucoup. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Parce que, regardez, il y a d'autres puissances qui viennent déjà sur le continent. Quand vous voyez la plupart des chemises que les gens portent aujourd'hui, la plupart des pantalons, c'est la Chine. Vous voyez même des feuilletons, des feuilletons aujourd'hui, des feuilletons turcs. Ça veut dire la Turquie est en train d'envahir le marché. Oui, elle s'installe progressivement. Il y a d'autres puissances qui viennent. Donc il va falloir que les Africains eux-mêmes réfléchissent pour dire d'une manière ou d'une autre à la France à certains niveaux. Parce que quand vous continuez comme ça fait déjà des années, on vous utilise, mais après, on vous gêne. Ce n'est pas bien pour l'honneur de cette génération-là, ce n'est pas bien pour l'honneur de la jeune génération. Il faut qu'on s'inspire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi un pays qui inquiète. Comme il en parle, je vais, parce qu'il vient de toucher du doigt quelque chose de très important, qu'aujourd'hui, on regarde les feuilletons turcs. Vous savez, la Chine aussi l'avait fait, avait commencé par ça. Tout le monde, c'était dans les salles de cinéma avec Jackie Chan que tout le monde regardait. Donc, en fait, c'est une façon de coloniser les gens en esprit. Aujourd'hui, nous avons nos médias qui n'ont pas de production locale. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas nous-mêmes ici à faire savoir ce que nous avons comme réalité locale. Nos langues, on n'arrive pas. On ne pas vendre ça. Aujourd'hui, on est envahi partout. Même notre télévision nationale, c'est la Chine qui est en train de construire. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que le Togo même ne possède plus rien. Or, c'est le fondement de la naissance d'une nation. Donc tout est galvaudé. Donc il va falloir que les gens pensent sérieusement à ça. Pendant que la France parle, qu'on soit solidaire à elle, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une ligne qui a bougé et que chacun doit faire beaucoup d'efforts pour au moins préserver le minimum
le minimum pour son pays. Firmin, ce qu'il faut préserver aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'unité des Ivoiriens. On sait que l'opposition est en train de reprocher beaucoup de choses au président sortant, Alassane Dramane Ouattara, qui postule pour un mandat de plus, parce que les opposants parlent de troisième mandat. Le parti au pouvoir, le RHDP, parle d'un premier mandat d'une république, d'une nouvelle république. Et l'opposition appelle à des protestations devant les ambassades. Ce n'est pas un échec pour l'opposition là, c'est une question parce qu'elle avait appelé aussi à la désobéissance civile, ce qui n'est pas forcément suivi en Côte d'Ivoire. Oui, elle avait appelé à l'époque à la désobéissance civile. L'opposition, ça n'a pas marché. Et l'opposition doit savoir qu'elle n'est pas soutenue. Elle n'est pas soutenue tout d'abord par le peuple ivoirien, elle n'est pas soutenue non plus par les puissances occidentales. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est encore plus devenue un terrain pour la France. Et c'est la base. Oui, c'est la base en Afrique de l'Ouest. Donc le pion de la France en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Donc les opposants ont échoué. La désobéissance civile, peut-être en 2010, en 2011, pouvait marcher. Parce qu'à l'époque, la France était avec l'opposition. Et l'opposition, à l'époque, était incarnée ou représentée par Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, la France a changé de camp. La France est avec celui-là qui est au pouvoir. Et c'est celui-là, du moment où elle est avec celui-là qui est au pouvoir, donc c'est elle qui contrôle tout. Donc c'est elle qui aurait dit à celui-là qui est au pouvoir, Ouattara, monsieur Foncé, nous sommes avec vous. L'opposition va crier une fois, deux fois. Après, regardez, on avait entre-temps appelé à la désobéissance civile. Ça n'a pas marché. Et nous sommes à quelques jours du 31 octobre, n'est-ce pas? Nous sommes déjà c'est samedi déjà les élections. Donc, vous imaginez, donc c'est samedi, ça veut dire le vin est tiré, il faut le boire. Le 31 octobre, l'opposition a perdu. Ça, ce sont des actions qui ne mèneront nulle part. L'opposition n'avait pas, je pense, c'est ce qu'on a toujours reproché. Elle n'avait pas sa carte, peut-être. Elle n'avait pas sa carte. Elle n'était même pas unie. Non seulement elle n'était pas unie, mais c'est qu'elle n'avait pas de plan B, de plan C. Regardez, quand on avait annoncé Gonko Boulibalé comme le successeur éventuel de Ouattara, l'opposition devait commencer par réfléchir à l'époque pour dire si ce gars-là nous tendait un piège, si le président était gravement malade. Donc, alors qu'il y avait des signes déjà précurseurs, des signes qui montraient que cet homme-là était malade. L'opposition n'a pas de plan B. Et elle est restée là, et du jour au lendemain, Gonko Boulibalé décède, et Ouattara leur dit moi je n'ai plus d'homme de confiance, c'est une situation difficile pour moi. Je l'ai même écouté sur une radio internationale. C'est un sacrifice, c'est un sacrifice. Vous dites, vous avez déjà l'âge, vous avez 78 ans, qu'est-ce qui vous pousse encore à vous positionner du moment où vous avez déjà fait 2 mandats? C'est ça, oui. S'il était jeune, on aurait peut-être compris. 78 ans, vous avez vu Ouattara marcher? Même jeune violer la Constitution, oui, c'est un crime. Oui, non, moi je ne parle pas encore. C'est un coup d'État. Je ne vais pas rentrer dans ce débat de juristes parce que les juristes, ils nous trompent. Parce qu'avec le droit, ils nous trompent. Parce qu'on a beaucoup, avec le droit, on détruit le continent. Les juristes, certains disent que Ouattara a raison. D'autres disent laissez les juristes. Ce qui est grave en droit, c'est que tout le monde peut interpréter. Donc il y a des juristes qui interprètent. L'interprétation est différente. Il y a des gens qui interprètent. Qui et après, que ça fait des morts. Ça fait des morts. C'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. C'est ce que moi j'accuse. Donc, bons juristes, ils sont là pour faire tuer leur population. Donc, c'est pour dire, les opposants ivoiriens devraient avoir une solution B, un plan B, c'est-à-dire se préparer contre ce revirement de Ouattara. Ils n'ont pas fait, ils n'en ont pas eu. Ils sont restés aujourd'hui. Ouattara est revenu dire je me repositionne. Et ils sont là et ils consomment timidement et facilement. Ils consomment leur défaite, ils consomment leur échec, ils consomment leur incapacité à pouvoir affronter Alassane Ouattara. Ouattara est là. Je l'ai écouté ce matin. Il disait que en 2025, il va partir. Il va partir. Il n'a pas dit avant qu'il allait partir en 2020. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui faire ou considérer Ouattara comme ses propos comme des paroles d'évangile. Les opposants ont échoué et puis ce qu'ils ont choisi de faire là, ces actions-là, mais je pense qu'ils se foutent de la gueule des Ivoiriens. Ils savent bien que les puissances occidentales ont déjà fait leur choix. Et leur choix, c'est Ouattara. Donc, ça là, c'est une perte de temps. Et à quelques jours du scrutin, au lieu d'être sur le terrain, au lieu d'aller battre campagne, au lieu de mobiliser le peuple pour dire non à Ouattara dans les urnes, ils perdent le temps devant des ambassades. Oh là là, les opposants africains, c'est les mêmes erreurs, c'est les mêmes bêtises politiques. Francisco, moi je dis, c'est aussi simple de pouvoir dégager Ouattara.
si l'opposition est unie et avance peut-être à Finguessan, avance peut-être Henri Konabedié, avance encore quelqu'un, ensemble, ils peuvent gêner Ouattara. Là, ils vont en rang dispersé et visiblement, on a l'impression que c'est un échec. Non, ça... Mais Firmin, je suis étonné d'entendre Firmin dire que les gens n'ont qu'à se mobiliser sur le terrain pour battre Ouattara. Quand lui-même, il me dit depuis que la cour constitutionnelle, comment ils appellent ça? Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est dans les mains de Ouattara. La CENI est dans les mains de Ouattara. Seni Dalla Diaro vient de l'essayer. D'accord? Le participationniste, il est allé. Les résultats sont là. C'est les morts qu'on commence. Et c'est est allé en rang dispersé. C'est que les gens... Attendez ce que je vais vous dire. Mais vous avez dit que la France a déjà tout calqué sur Ouattara. Parce que Ouattara a tout donné. Est-ce que vous voyez? Oui. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, mais à l'époque, c'est lorsque Gbagbo avait voulu rompre certains contrats au profit des Chinois et autres. C'est là où il a commencé. Et c'est là-bas la guerre a éclaté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara est venu, Ouattara a tout remis dans les mains de la France. Quand vous prenez le port, le domaine portuaire d'abord, mais moi je ris ici lorsque tous les jours les Togolais continuent de dormir sur les lauriers en disant que nous avons un port naturellement en eau profonde que Dieu nous a donné, on dort là-dessus. Il y a quelques années, lorsque un navire de 40 000, d'accord, à partir de 40 000 tonnes, devait venir au port de la côte, il ne pouvait pas aller à l'époque à Abidjan. Il doit passer par Lomé, c'est allégé, c'est-à-dire qu'on doit essayer de descendre au moins 10 000 tonnes avant que ce navire n'aille en Côte d'Ivoire. Le port autonome de Lomé, port naturellement en eau profonde. Mais aujourd'hui, avec un navire de 45 000 tonnes, 45 000 tonnes, voire 50 000 tonnes, faire le mouvement contraire avant d'arriver au port de Lomé. Parce que même parfois, même surtout lorsqu'il s'agit de Sachery, pour arriver, le bassin ne permet pas, c'est-à-dire que le tirant d'eau ne le permet pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire, qui naturellement n'avait pas un port en eau profonde, a fait un travail avec le même Bolloré qui est ici, qui nous a amené des portiques moulants. D'accord? Parce que les portiques qu'ils ont amenés pour soulever les conteneurs, le jour que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avait invité Yahi Boni, le président du Niger, tous ils étaient là-bas, le portique n'a pas pu soulever un conteneur jusqu'à terminer l'opération. D'accord? Mais en Côte d'Ivoire, ils ont investi au port. Comme je vous l'ai dit, ils n'étaient pas naturellement en eau profonde, mais ils ont fait du travail pour recevoir des navires de gros tonnage. Mais quand vous prenez la route, mais ils ont investi dans la route au niveau de la ville et au niveau... Et c'est le bilan que Alassane Ouattara est en train de mettre devant. Oui, parce que le premier marketeur d'un port autonome, d'un port, c'est d'abord quoi? C'est la route qui va desservir l'Interland. Mais Bolloré a construit le chemin de fer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que de Abidjan à Ouaga, Bobo, mais le train va, enchaîne des conteneurs pour partir. Ce ne sont pas des choses à mettre à l'actif de Ouattara? Ah ben, il a vendu à la France. La France a construit. Aussi, Si, mais attends, quel est le bénéfice? Certains ont vendu à la France, mais n'ont pas construit aussi. Ok, bon. C'est là où se trouve peut-être la différence. Oui, mais écoutez, quand vous vendez les mêmes infrastructures à plusieurs personnes, et à la même personne, pas à plusieurs personnes, à la même personne, vous ne créez pas la concurrence. Parce que quand vous prenez le port, par exemple, autonome de Lomé, un navire qui vient au port retourne avec les boîtes vides. Sinon, retourne vide. Mais quand il va en Côte d'Ivoire, il retourne avec du cacao, il retourne avec, je sais pas. C'est-à-dire que les conteneurs retournent remplis. Oui. Donc, il peut, pour les marchandises à destination par du Burkina Faso, il peut les dévier de Lomé vers Abidjan. C'est-à-dire que le navire arrive à Lomé, il passe le navire par Abidjan parce que le conteneur va là-bas, revient, peut encore charger le cacao, peut charger la noix de cajou, peut tout charger et repartir. Il y a le bois. Donc, le Togo n'a pas les mêmes opportunités. Donc, c'est ça qui fait que vous donnez, et puis les gens construisent mal, ou on vous envoie des vieilles grues. Bien. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'opposition va réussir son coup devant les ambassadeurs? L'opposition
est-ce que l'opposition peut réussir son coup? Si l'opposition pouvait réussir son coup, elle aurait réussi au Togo, elle aurait réussi en Guinée. Est-ce que vous voyez? Donc, vous l'avez dit, toutes les institutions sont confisquées par Alassane Ouattara. Donc, moi, ce que je n'ai pas compris au niveau de l'opposition ivoirienne, c'est qu'ils n'ont pas une détermination en matière de stratégie. Depuis, ils avaient parlé de désobéissance civile. Mais je ne vois pas comment ils l'ont coaché. Et on a vu des marches dans leur bastion, oui. à Bouna. Et puis les mêmes qui disent que nous n'allons pas aux élections, ils appellent au boycott, ils sont candidats. Ouais. Bédié et Afinguessa. Afinguessa, ils sont candidats, ça s'est retiré depuis. Ils devaient retirer normalement leur candidature pour mettre en confiance le peuple, que peuple ivoirien, nous n'allons plus. Maintenant, il est tard. Nous sommes à chose. À quelques heures. À quelques heures, leurs bulletins vont figurer. Donc, ils sont composants de ce qui est en train de se passer. Ils ne sont pas des opposants, ils sont composants. C'est-à-dire qu'ils participent à réélire un certain Alassane Ouattara. Et c'est dommage pour l'Afrique parce qu'ils n'ont pas pu avoir une stratégie qui puisse marcher devant une machine comme Alassane Ouattara. Il avait peur depuis que les gens se retirent. Heureusement que Ouattara a eu l'aide que ce soit de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui ont poussé jusqu'à ce que l'opposition a cru que, un jour, quelque chose, on pouvait avoir une réunion ou chose. Voilà, nous sommes au dernier délai. On va dire que non, que le temps est fini. On ne peut plus rien organiser comme dialogue. Donc, allons aux élections après le dialogue. Donc, ils sont en train d'offrir un nouveau mandat. Sinon, ils ont dressé le tapis rouge à un certain Ouattara. Firmin, moi je dis, on peut peut-être accuser Ouattara, mais quand on voit Bédié qui, presque à 90 ans, postule également, ou bien candidat, l'alternance n'est pas aussi au niveau des partis de l'opposition. Non, on a vu aussi les Gor qui ont présenté la candidature du président Laurent Gbagbo, nonobstant toutes les difficultés possibles. Oui, non, regardez, il y a des Africains qui brandissent aussi Donald Trump, qui a 74 ans cette année, qui se positionne pour la présidentielle américaine le mardi prochain. Il y a aussi Joe Biden, qui est l'ancien vice-président de Barack Obama, qui a 78 ans. Les Africains disent oui, qu'en réalité aussi. Mais ce ne sont pas les mêmes contextes, parce que Donald Trump, lui, il est arrivé en politique. On l'a vu en politique en 2016, 2015, 2016, comme cela. Donc, il est allé, il a gagné. Donc, il fera encore un mandat s'il est réélu. Et je pense qu'à la fin de son deuxième mandat, il va partir. Joe Biden, lui, il a été vice-président. Il n'a jamais été président. Il n'a jamais été président, il a été vice-président. Et aujourd'hui, il est bien en forme, il a 78 ans. Tous les tests de santé, son bilan de santé montre qu'il va très bien. Donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'on puisse faire de comparaison entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Afrique, ou encore moins en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais dire à ce niveau, quand on voit Bédié, par exemple, il a été déjà chef d'État. Ouais. Chef d'État pendant des années. Et aujourd'hui, il a plus de 80 ans. 93 et 99. Voilà. Et je me demande aujourd'hui ce qu'il cherche encore. J'ai appris qu'il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent et il veut quoi encore à la tête du pays? Du moment où il a été une fois chef d'État. Si on reproche le critère d'âge à Ouattara, en réalité, lui, il devrait se soustraire du jeu et laisser les jeux, laisser la place aux jeunes. Au fait, KKB peut-être. Oui. Oui, exactement. Mais Ouattara avait dit quelque chose. Si les gens de ma génération se présentent, aussi je me présente. Donc, je pense que c'était pas un piège. C'était un piège et ils sont tombés dedans en quelque sorte. Donc, c'est en fait, l'alerte a été donnée par Ouattara, mais ils ne l'ont pas perçu. C'est opposant. La lettre avait été déjà donnée par Ouattara. Ils devraient le percevoir et s'en apercevoir. Mais ils ont été, je sais pas, ils ont été trop froids, trop timides en termes de réaction, en termes de riposte. Mais ils sont en train de faire les frais aujourd'hui. En réalité, à plus de 80 ans, on ne sait plus ce qu'il va encore chercher. Et là-bas, il dit, je ne me présente pas. Maintenant, pour revenir à Francisco Napokoura, bien sûr, Ouattara a les institutions en main. Peut-être qu'il a une partie du fichier électoral en main. Il a le Conseil constitutionnel, il a la CEI, Commission électorale indépendante. Il a toutes les institutions, il a l'argent. C'est lui qui a les clés des armes.
on ne refuse pas. Mais moi, je vais parler de façon scientifique. Aujourd'hui, si Bédié dit « j'ai beaucoup d'argent », Afin Guessan, ancien Premier ministre, et d'autres qui ont beaucoup d'argent, vous l'avez dit, s'ils se mobilisaient et se disent « maintenant, on peut mobiliser avec notre argent, en termes de ressources humaines, on va avoir assez d'effectifs dans tous les bureaux de vote du nord au sud. N'oubliez pas que Guillaume Soro vient du nord. C'est lui qui a eu à gérer le nord pendant des années. Donc, je me dis, le nord est entre... le nord sera divisé. Le nord sera divisé. Une partie du nord sera entre les mains des opposants avec l'aide de Guillaume Soro qui se dit aussi avoir beaucoup d'argent. Et l'aide de ces opposants-là, ils vont contrôler le nord. Et avec tous les effectifs qu'ils auront pour les positionner, qui se positionneront bien sûr dans les bureaux de vote, je pense qu'ils auront les procès-verbaux de tous les résultats ou de tous les dépouillements. Et donc quand Ouattara ou les membres de la CEI viendront devant les caméras pour dire « nous avons gagné », ils viendront de façon scientifique démontrer ou afficher aux yeux du monde, voilà les vrais résultats que nous avons recueillis avec des dépouillements qui ont été rendus, qui se sont faits ou qui se sont déroulés de façon publique. Au moment où la CEI a déjà publié ses résultats, même avec des scores autonomes. Non, aujourd'hui. Regardez, mais comme il dit, est-ce que ce coup peut marcher aujourd'hui, l'appareil électoral. Et quelle ambassade? Aujourd'hui, l'appareil. Non, tout d'abord, par exemple, regardez. Ces actions qui prévoient mener devant les ambassades, je ne pense pas que ça puisse marcher. Moi, je parle du lendemain du scrutin. Je parle du lendemain du scrutin, c'est-à-dire, si, bien sûr, les résultats vont être contestés. Maintenant, pour pouvoir critiquer ou contester les résultats devant le Conseil constitutionnel, il va falloir aller, comme c'est le Conseil constitutionnel qui valide les résultats. Donc, il va falloir aller avec des preuves. Maintenant, les opposants, regardez, tout ce que nous sommes en train de dire, ils ne pourront plus le faire parce qu'ils n'ont pas eu du temps pour tracer le chemin de façon scientifique. Moi, je ne parle pas du côté politique. De toute façon, politiquement, Ouattara les a déjà battus. Politiquement, ils sont vaincus. Ils sont politiques. Moi, je dis, scientifiquement, au moins qu'ils brandissent des preuves scientifiques. Et aux yeux du monde, on va dire, oui, Ouattara a volé les élections, Ouattara a fraudé. Mais ils ne sont même pas à ce niveau. Ils perdent leur temps, mais ils se comportent comme des bambins, en fait, politiques. Francisco Napokura, on a l'impression, et je reviens sur cela, que l'opposition est divisée, non seulement dans l'entité, mais aussi dans les plans d'action. Non, en Afrique, on n'a pas une opposition. On a des oppositions, c'est-à-dire qu'au sein de l'opposition, ils s'opposent. C'est ça le problème. Donc, il n'y a pas d'unité d'action. On sait que le quatrième candidat, comment il s'appelle, Kodjo Kona Bertin, on sait que lui, c'est Adani, il fait Nicolas Lassonde du Togo. Ils iront. C'est-à-dire qu'il ira, quel que soit comment l'appelle-t-on, quelle que soit la situation, pour accompagner. Si Ouattara gagne. Est-ce qu'il a besoin, peut-être que si on a pu offrir une maison de plus d'1 milliard à Soro Guillaume à l'époque, et qu'on le retire aujourd'hui, je pense que lui peut en avoir plus parce qu'il a conduit. Il a contribué. Il a contribué, n'est-ce pas, et à la fraude électorale. C'est ça, c'est une fraude massive. Ouattara même l'a dit, c'était que seul un coup d'État peut sauver les Bédié et autres, sachant que se disant que tout est verrouillé. Donc, nos oppositions, l'opposition en Afrique, il le dit, Bédié, c'est pas un porte-qui, comme on le dit, c'est quelqu'un qui a énormément de moyens. Et Afin Guessan, il en a un peu. Guillaume Soro. Guillaume. Donc, Amadou Koulibaly. Voilà. Donc, tout ce monde-là pouvait se mettre ensemble. Moi, à l'époque, je pensais que la candidature de Mamadou Koulibaly pouvait être retenue. Oui. C'est un homme qui pouvait faire l'unanimité de l'opposition. Oui. Est-ce que, stratégiquement... Ouattara a calculateur peut-être. Ouattara l'avait déjà injecté. Il a calculateur, il a déjà vu tout. Comme il a dit, politiquement, Ouattara est bien présent sur le terrain. Donc, on les a dégommés. Donc, peut-être que ça aussi, ça n'a pas permis à l'opposition de se retrouver autour d'un candidat. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, sinon, ça aurait été la meilleure solution s'il y avait Mamadou Koulibaly, que tout le monde soutienne. Moi, à l'époque, j'avais pensé, j'ai dit non, il faut que les gens lancent des appels pour s'unir derrière Mamadou Koulibaly. Mais malheureusement, sa candidature a été rejetée. Maintenant, le reste, ils sont en train de cafouer. Donc, ils vont accompagner Alassane Ouattara
pour prendre ce qu'il voulait. Lui-même dit qu'à son âge, est-ce que l'âge, aujourd'hui, quand il parle de son âge, est-ce que l'âge, c'est, je sais pas, c'est à l'âge là, il a déposé, il a voulu rempiler. Est-ce que vous voyez, voilà, qu'il a voulu rempiler. Donc, vraiment, ça fait honte hein, lorsque des présidents africains se traitent hein, de cette façon. Dire que vous avez fait le pouvoir pendant 10 ans et que vous n'êtes pas en mesure de former 2, 3, 4 dauphins. C'est inadmissible. C'est-à-dire de réduire les membres de son parti à des enfants, à des bambins. Parce que là, ce n'est pas normal que dans un parti qui se dit grand parti et populaire et qu'on dise que c'est parce que une personne sur qui on portait, n'est-ce pas, le choix est malade. Celui qu'on savait même qu'il était déjà malade est mort. Et qu'il n'y a plus d'autre choix. Donc, Ouattara, ce qu'il veut, il l'aura. C'est le 3e mandat. Il va l'avoir. On verra ce qu'il va faire avec. C'est ça qui est pour gagner, c'est autre chose. Mais gouverner, ça devient aussi autre paire de manches. On va marquer la pause. Elle est importante. On revient pour le journal et ensuite, on va retrouver nos 2 invités.